Salut à tous, c'est Jkubi de la LPVP et je vais vous demander de vous souvenir l'épisode 2 de zoologie. Dans cet épisode, nous avons abordé le sujet de la classification scientifique normalisée par Carl von Linné et brièvement dans cette vidéo, j'ai abordé le sujet du nom scientifique. Alors j'ai décidé pour cet épisode 4 de mettre les projecteurs sur ce nom scientifique, mais pas seulement. Dans cette vidéo, on va parler de tous les noms que peuvent avoir les êtres vivants. Car en effet, une espèce peut avoir plusieurs noms qui peuvent lui être attribués. Les noms vernaculaires, les noms vulgaires et enfin les noms scientifiques. Cette vidéo ne sera pas une simple présentation, car pour chaque nom, je vais émettre une liste de qualités et de défauts tout en comparant avec ce nom scientifique. Alors, pas histoire de le mettre en avant en disant c'est mieux, c'est plus pratique, non, tout simplement pour vendre son utilité sur le terrain ou dans un domaine plus ou moins scientifique. Donc sans plus tarder, commençons donc avec les noms vernaculaires. Commençons alors avec un nom qui a à la fois une utilisation très vaste et ambiguë, le nom vernaculaire. En effet, ce nom, selon la manière dont il va être utilisé, employé, il peut désigner à la fois un ensemble d'espèces, cela afin de faire référence soit à un taxon ou bien à toute une pléthore d'espèces vivant dans un milieu plus ou moins ciblé, mais il peut également désigner une seule espèce en particulier. Nous avons donc ici un nom dont l'utilisation dans un contexte scientifique ne sera pas recommandée, mais au lieu de l'expliquer, je vais tout simplement vous le montrer ici avec 3 exemples. Voyez donc par vous-même avec ces 3 noms. Tous sont des noms vernaculaires, mais dont l'intérêt scientifique est flou. Démarrons avec le terme poisson, connu je pense de tous ici, mais dont l'intérêt scientifique est absent. En effet, dans un certain sens, les poissons n'existent pas. Alors, je ne vais pas m'étaler dessus, cela me mènera à faire une vidéo sur la classification phylogénétique, car oui, je compte bien la faire. Mais nous avons ici clairement l'exemple du nom vernaculaire qui ne désigne rien de scientifique et dont l'utilisation est très bancale. Restons dans les organismes aquatiques avec le terme crabe. Selon la manière dont le terme va être utilisé, il peut désigner quelque chose de très clair, comme plusieurs taxons, mais là où est le problème, c'est que tous ces taxons peuvent englober un lot d'espèces qui n'ont rien à voir entre elles et qui ne sont pas des véritables crabes. Ici, je pense notamment aux galatées et à d'autres petites espèces. Là, nous avons l'exemple dans lequel nous retrouvons toute l'ambiguïté du nom vernaculaire, avec ici un seul nom vernaculaire, mais qui va cibler beaucoup trop d'éléments en même temps. Troisième exemple avec le scarabée Goliath, qui à la fois désigne l'espèce Goliathus goliathus, mais qui sera aussi employé afin de citer tous les coléoptères africains de ce même genre. Ce qui porte alors à confusion, tout simplement car cette espèce n'a pas de véritable nom vulgaire, retenez-le bien. Et ce n'est pas un cas à part, c'est aussi le cas pour l'ensemble des espèces qui n'ont pas de véritable nom vulgaire, dont voici une petite liste pour clore cet exemple. Suite aux 3 exemples que l'on vient de voir, le défaut du nom vernaculaire apparaît donc bien clair. Ce défaut, c'est que son utilisation va englober beaucoup trop d'éléments à la fois, et cela ne le rend pas du tout pratique quand il s'agit de valoriser des textes, des données ou bien des propos sur l'environnement. Cela va donc manquer de concret. En revanche, ce nom vernaculaire va être très pratique quand il s'agira de vulgariser des propos, que ce soit pour faire de la sensibilisation, tout simplement parce que le nom vernaculaire, il est très facile à retenir de par son utilisation dans le langage courant, en plus de faire partie du patrimoine, que ce soit de nos régions ou de nos villages, tout comme le prochain nom, le nom vulgaire. Les noms vernaculaires et vulgaires ont des similarités. Par exemple, plusieurs noms peuvent désigner une seule espèce. Mais la grande différence provient de l'usage que nous faisons de ces noms. Un nom vernaculaire va être utilisé dans le langage courant, ce qui donne du coup cette variété de noms, parce qu'il est utilisé par tous et des communautés. Le nom vulgaire, lui, est utilisé dans ce qu'on appelle le langage populaire. Pour vulgariser, le nom vernaculaire devient le nom vulgaire
quand c'est une référence pour citer une espèce. Les particularités de ce dernier sont qu'il a comme but d'être une retranscription du nom scientifique. Et il peut être normalisé. Alors, tout de suite, des exemples. Un nom vulgaire est donc normalisé une fois qu'il est standardisé. C'est pourquoi j'ai mis ces deux noms dans la même partie, et pour cela prenons un cas concret. Une espèce de reptile, de lézard plus précisément, du nom de Lacerta bilineata. Il y a une grosse confusion autour de cette espèce qui a pris fin en 2018. Cette espèce, que nous pouvons nommer par son nom commun de lézard vert, eh bien il faut savoir que si on s'étendait un peu sur les reptiles de l'Europe, on pouvait tomber sur une autre espèce de lézard qui s'appelait lézard vert avec comme nom scientifique Lacerta viridis. C'était clair, net et précis, cette espèce lézard vert était le Lacerta viridis. Il y avait donc une grosse ambiguïté et une grosse confusion avec notre lézard à nous, et c'est pourquoi des solutions ont été trouvées. Alors parfois pour les séparer on peut nommer le lézard vert oriental et le lézard vert occidental, mais il y a encore plus simple. En 2018, le Lacerta bilineata a vu son nom standardisé en lézard à deux raies. C'est donc à présent son nom normalisé. Le lézard vert est devenu le lézard à deux raies. De par cette capacité à normaliser les noms et les inclure dans le langage populaire, noms vernaculaires et vulgaires ont des atouts et des contraintes très similaires. En termes d'atouts, ils sont pratiques pour sensibiliser le grand public et ainsi faire de la vulgarisation scientifique. Tout simplement car ils font partie du langage couramment utilisé par ce public. Ils sont alors bien moins compliqués à retenir qu'un nom scientifique, même s'il peut y avoir des changements au fil du temps, car chaque forme va rester et ne va pas disparaître, ce qui n'est pas du tout le cas du nom scientifique. Concernant les contraintes, les noms vulgaires et les noms vernaculaires sont très nombreux chez certaines espèces. Il est donc facile de s'y perdre face à toutes ces appellations, tandis que le nom scientifique, lui, est unique, et nous allons donc passer à cette dernière partie en parlant du nom scientifique / le binôme. Par rapport à un nom vernaculaire ambigu, à un nom vulgaire qui va évoluer au fil des années mais en conservant toutes ses formes, le nom scientifique, lui, est unique et stable, tout simplement parce qu'il est standardisé à l'échelle mondiale. Seulement attention, il peut y avoir des changements. Selon les différentes avancées scientifiques, le nouveau nom scientifique qui peut arriver va alors prendre la place de l'ancien, et à partir de cet instant, tous les documents devront s'y conformer. Voyons ici deux exemples, avec des espèces ayant récemment eu une révision taxonomique. Nous sommes en 2018, et voici deux cas particuliers en herpétologie qui concernent le nom scientifique. Pour ce premier exemple, il va s'agir de l'éclatement d'une espèce en plusieurs autres. Cela arrive fréquemment avec les avancées technologiques pour la recherche scientifique. De son nom vulgaire de couleuvre à collier, la Natrix natrix s'est vue séparée en plusieurs espèces que sont aujourd'hui la couleuvre astreptophore, malheureusement très peu connue, et la couleuvre helvétique, elle plus connue sous le nom de couleuvre à collier helvétique. La véritable couleuvre à collier Natrix natrix, elle, n'est plus sur le territoire français mais en Allemagne et a été du coup remplacée, si on peut dire comme ça, par ces deux nouvelles espèces. En fait, ce sont des espèces qui étaient jusqu'à peu ce que nous pouvons appeler une sous-espèce, mais elles ont donc été élevées au rang supérieur, au rang de l'espèce, et ont donc gagné ce nom scientifique. Pour ce second exemple, nous sommes clairement dans la révision taxonomique avec l'espèce qui est la couleuvre à échelon, qui est passée d'un tout nouveau nom scientifique, qui était à l'époque Rhinechis scalaris, à Zamenis scalaris. Elle a donc gardé son nom d'espèce, mais a changé de genre, en rejoignant au passage la couleuvre d'Esculape. Malgré tout, il peut arriver ici que le genre Rhinechis reste parfois utilisé pour nommer cette espèce, le temps que la modification soit prise en compte à grande échelle. Donc malgré ces petits changements, qui peuvent survenir suite à des études ou des révisions taxonomiques, le nom scientifique reste quand même bien stable, mais bien entendu, il a des aspects bien moins pratiques, comme le fait qu'il n'est pas forcément simple à retenir, quand nous ne sommes pas familiers avec le domaine des sciences, dû au fait bien sûr qu'il ne fait pas partie du langage courant,
Et c'est évident car il est tout simplement pas intégré dans la vie de tous les jours et nous préférons utiliser les noms vernaculaires et vulgaires qui sont plus simples et bien mieux répandus. Alors, avec tous ces noms techniques et peu répandus, pourquoi est-ce qu'il est si pratique ce nom scientifique? Eh bien tout simplement, je le répète, parce qu'il est standardisé à échelle mondiale. Cela facilite la communication au sein de la sphère scientifique et environnementale et même le grand public. Puis, si les documents sont conformes, il permet de s'y retrouver dans le temps. C'est un super bon marqueur. Selon les noms scientifiques que nous pouvons trouver dans les ouvrages, il y a de grandes chances par exemple qu'un livre citant Natrix Natrix comme Serpent de France date d'avant 2018. Non vernaculaire, non vulgaire, non scientifique. Nous avons vu tous ces éléments dans cet épisode de zoologie et j'espère avoir éveillé votre curiosité et surtout vous avoir apporté des connaissances sur cette carte d'identité chez les espèces. Les prochains épisodes de zoologie arriveront, mais avant, on va travailler un peu la botanique. C'était Jkubi pour cet épisode de zoologie. Je vous retrouve bientôt dans de prochaines vidéos, mais en attendant, n'oubliez pas que la LPVP, c'est la nature de protéger.